Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, les titres. Le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, sur le chantier de construction du chemin de fer devant relier le Niger au Bénin. Le constat de la visite dans ce journal-là. Niamey accueille depuis ce matin une rencontre sous-régionale sur la cybersécurité. C'est une activité organisée par l'ARTP. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Je l'annonçais dans les titres. Le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, est allé ce matin sur le chantier de construction du tronçon Niamey-Dosso du chemin de fer devant relier le Niger au Bénin dans le cadre de la réalisation de la boucle ferroviaire entre plusieurs pays de la sous-région. Une visite qu'il a effectuée à un peu plus de 2 mois de la fête tournante du 18 décembre. Le compte rendu de cette visite avec notre reporter Abdrazak Idrissa. Après 6 mois de travaux, c'est seulement 25 km de rails qui ont été posés à la date d'aujourd'hui. 25 autres kilomètres sont en voie de pose. Voilà comment avance le chantier du chemin de fer dans sa partie devant relier Niamey à Dosso. Et quand le ministre de l'Équipement avance que l'entreprise Bolloré a accusé 3 mois de retard avant de sortir de la ville de Niamey, voici ce qu'on lui répond. Le ministre a donc sorti une boutade. Nous n'avons pas fait 3 mois avant de sortir de la ville de Niamey. Nous avons entamé donc la section périurbaine qui concerne donc le PK14 depuis le poste de péage jusqu'à vers Gesselbody depuis le début du mois de juillet. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous parcourez un peu le chemin, vous voyez la hauteur, les différentes plateformes. Nous partons deux fois de vallée et nous devons monter par exemple au niveau du pont de Soja-Satom à 5 mètres, ce qui constitue certains défis techniques. Nous pensons avoir déjà réalisé pas mal de performances par rapport à l'objectif qui nous était fixé, étant entendu que nous sommes toujours en train de mobiliser nos moyens et nos ressources pour atteindre l'objectif final. Du retard dans les travaux, il y a certainement eu, puisque en les lançant le 7 avril 2014, le chef de l'État tablait sur une moyenne de réalisation d'1 kilomètre par jour, ce qui devait lui permettre d'aller en train à Dosso pour les festivités du 18 décembre. Malgré ce retard, le président de la République maintient sa promesse et veut atteindre cet objectif. Ma préoccupation, c'est honorer l'engagement qui a été pris de terminer le tronçon Niamey-Dosso avant le 18 décembre. Il y a quelques problèmes, mais mon objectif, c'est que le 18 décembre, je puisse me rendre à Dosso avec le chef d'État du Conseil de l'Entente qui sera là parce qu'on aura un sommet du Conseil de l'Entente le 17 décembre et le 18 décembre, on doit aller ensemble par train entre Niamey et Dosso. Il s'agit certainement de voir comment réorganiser le travail afin de travailler 24 heures sur 24. En tout cas, c'est les consignes que j'ai données. Et en travaillant 24 heures sur 24, je pense qu'on y arrivera. Nous sommes à un peu plus de 2 mois de la date du 18 décembre. Peut-être qu'avec la consigne de travailler 24 heures sur 24, le train sifflera à Dosso le 18 décembre 2014. Autre fait de l'actualité nationale, la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. On en parle depuis son exil du pays. Mais qui peut ou doit la constater ou la déclarer? Élément de réponse dans ce récit préparé par Abdrazak Idrissa. Le président de l'Assemblée nationale est hors du territoire national depuis la fin du mois d'août 2014. En fuite pour certains, un repli tactique pour d'autres. Dans tous les cas, le constat de son absence est établi. Ce qui pourrait être par contre difficile à établir à l'état actuel des textes, c'est le constat ou la déclaration de la vacance de son poste. La Constitution n'a pas dit concrètement
Comment est-ce que, selon les différents cas de figure, comme ce qu'on a vu avec l'article 53 de la Constitution pour le président de la République, le constituant n'a pas précisé si réellement c'est la Cour constitutionnelle qui doit le faire et comment est-ce qu'elle doit le faire. Est-ce que c'est toujours la plénière de l'Assemblée nationale et donc toutes ces précisions ne sont pas apportées par le constituant. Donc on se rend compte qu'il y a un vide juridique à ce qui concerne la constatation de la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale. On découvre alors à l'épreuve des faits l'insuffisance de nos textes qui pourtant à certains égards paraissent même parfaits. En ce qui concerne la vacance de la présidence de la République, ce sont les dispositions de l'article 53 de cette Constitution qui précise en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission, déchéance ou empêchement absolu, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée et si ce dernier est empêché par les vice-présidents dans l'ordre de préséance. Et le Constituant a par la suite pris le soin d'abord de définir un peu le cas d'empêchement absolu. En cas d'empêchement absolu, cela est constaté par la Cour constitutionnelle saisie par l'Assemblée nationale qui statue à une majorité des 2/3. Maintenant, et lorsque la vacance de la présidence de la République doit être constatée suite à un décès, c'est toujours la Cour constitutionnelle qui constate ce décès après saisine du Premier ministre ou des membres du gouvernement. Lorsqu'il s'agit de la vacance par démission, donc c'est le président de la République démissionnaire lui-même qui saisit la Cour constitutionnelle. Le dernier cas, il s'agit de la déchéance et cette déchéance est également constaté par la Cour constitutionnelle, donc à l'issue de la procédure devant la Haute Cour de justice. Le constat ou la déclaration de la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale, si l'on devait y arriver, nécessitera une révision aussi bien de la Constitution du 25 novembre 2010 que du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, soutient Amadou Boubacar Hassan. La suite de ce journal, le palais de congrès de Niamey abrite depuis ce matin un atelier sous-régional de dissémination de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette rencontre qui durera 3 jours est destinée aux acteurs intervenant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication de l'espace CEDEAO. Pour le compte rendu, retrouvons Adam Soumana. Cette rencontre entre experts et acteurs intervenant dans les technologies de l'information et de la communication vise à échanger sur la cybersécurité et les protections de données à caractère personnel en Afrique de l'Ouest. Des assises qui font suite à l'adoption d'une convention sur la question en juin dernier par les chefs d'État africains et dont le Niger, par la voix du président du Conseil national de régulation des télécommunications et de la Poste, Hiro Sani, a par la présente occasion réitéré la coopération de son institution pour mieux cerner la cybersécurité. Quant au secrétaire exécutif de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, il n'a pas manqué de souligner l'importance de cette rencontre. Avec le développement de la technologie, la convergence de l'informatique et les moyens de télécommunication et de l'audiovisuel ont concouru à l'avènement d'une nouvelle société qui est la société de l'information et du savoir, à l'image de la société industrielle que nous avons connue, que beaucoup de nous ont connue au cours du XVIIIe siècle. Outre qu'elle engendre la globalisation du monde en un seul village planétaire, abolissant ainsi les contraintes liées au temps et à la distance entre les hommes, les technologies de l'information et de la communication vont marquer profondément le développement socio-économique de nos pays au cours des années à venir. Le développement de nouvelles technologies de l'information ouvre un nouvel espace, l'espace informationnel, l'espace cybersynthétique, cyberespace ou encore espace virtuel, qui vient désormais s'ajouter aux espaces terrestres, maritimes et aériens, dont la protection et la sécurité entrent naturellement dans le champ de compétences régaliennes de l'État. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier, le ministre de tutelle a d'entrée de jeu situé le contexte dans lequel se tiennent ces échanges. Le présent atelier se tient à un moment où toute l'attention des décideurs politiques est focalisée sur le contexte sécuritaire marqué par la montée en puissance du terrorisme et donc, malheureusement, les technologies de l'information et de la communication constituent de plus en plus les outils privilégiés
pour la commission des infractions de toutes sortes. Ainsi, 3 jours durant, les participants venus des différents pays de l'espace CEDEAO passeront au peigne fin tous les aspects de la convention adoptée par les chefs d'État à Malabo, tout en faisant l'état des lieux de la cybercriminalité dans la dite espace, mais aussi dégager des perspectives d'avenir. Lancement ce matin de la session de validation des documents du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. La session se tient en présence d'une importante mission d'appui de la Banque mondiale. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'élevage qui a procédé à l'ouverture de la dite session. C'était en présence de notre reporter Omar Youssouf. Les acteurs évoluant dans le domaine du pastoralisme ont une semaine pour valider les documents de ce projet, qui a pour objectif d'améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels au marché pour les pasteurs et agro-pasteurs dans les zones transfrontalières des 6 pays sahéliens concernés. Pour la mise en œuvre de ce projet, le Niger bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires qui sont déjà au fait des efforts du Niger pour promouvoir le secteur. Le Niger est certainement un des pays qui, dans l'ensemble des 6 pays, est celui qui avait déjà beaucoup d'expérience en matière d'appui au pastoralisme, mais qui nous montre, à travers la rédaction des documents qui nous ont été soumis, que ce travail a été capitalisé, que la réflexion a été concertée avec l'ensemble des parties prenantes, et vous avez, je crois, aujourd'hui une ébauche de documents de projet qui est assez aboutie et qui va nous permettre de bien travailler cette semaine avec vous. Au-delà de l'objectif général de l'atelier, la présente session a d'autres objectifs à atteindre. Approfondir la discussion des activités du PRAPS dans le contexte Niger et pour chacune des composantes du projet, y compris l'envergure du projet, des bénéficiaires des zones couvertes. Pré-identifier les activités, examiner les coûts prévisionnels des composantes du projet dans le contexte Niger. Tenir des discussions avec les partenaires techniques et financiers qui pourraient vouloir financer d'autres activités en parallèle. Il s'agit tout simplement d'amorcer la dernière ligne droite conduisant vers une réelle promotion du pastoralisme qui, à l'image de tout le secteur de l'élevage, occupe une place de choix dans la stratégie de sécurité alimentaire nutritionnelle et de développement agricole durable, en abrégé dit, communément appelé au Niger, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette session de validation des documents intervient seulement un mois après l'atelier de lancement du projet PRAPS Niger auquel ces mêmes acteurs ont pris part. Après 9 ans d'exercice au Niger, les responsables des établissements Pachatex situés en face de la mosquée Ali Moussi du Grand Marché de Niamey ont procédé hier soir à une cérémonie grandiose de tirage au sort qui a permis de récompenser plusieurs couples ayant choisi l'épargne Pachatex à l'occasion de leur mariage entre 2013 et 2014. D'autres précisions dans ce reportage signé Michel Légy. Sur un ensemble de 337 couples ayant choisi les établissements Pachatex pour la production de leurs uniformes de mariage, ce sont au total 10 qui ont remporté des motos et 4 des réfrigérateurs. Des prodigieux cadeaux auxquels les bénéficiaires ne s'y attendaient pas. Chaque fois que ma femme a besoin de pain, on vient ici pour acheter encore pour elle. Je les invite en tout cas beaucoup. En prenant la parole à cette occasion, le directeur commercial des établissements Pachatex a indiqué qu'il s'agit à travers cette initiative de montrer au grand public nigérien les prouesses et expertises de leurs établissements dans le domaine des pagnes. Nous avons la toute grande marque Galaxy Wax, il y a Marie Wax, il y a Nyala Wax, il y a Leila Wax, il y a Miss Fatima, il y a Daviva et plein d'autres nouveautés. L'objectif, c'est-à-dire de cette cérémonie, est dû vraiment pour récompenser les jeunes mariés.
et les motiver aussi, c'est-à-dire motiver celles qui comptent se marier, de venir voir Pachatex et faire sortir leurs uniformes. Nous sommes en train de les récompenser, c'est-à-dire pour la première édition. Peut-être l'année prochaine, plaise à Dieu, il y aura même des belles voitures à leur disposition. Et nous sommes fiers vraiment. Et nous aimerions aussi susciter la plupart des jeunes filles, c'est-à-dire des jeunes qui comptent se marier, de se présenter à l'établissement Pachatex pour faire leurs uniformes et gagner plein de l'eau, comme nous venons de le montrer. Nous avons tenu notre pari et nous avons promis aussi de satisfaire le public, nous l'avons fait. Basés à Lomé au Togo, les établissements Pachatex sont l'œuvre d'un digne fils du terroir de la localité de Tagbati, région de Tillabéri, auquel les artistes invités n'ont pas tari d'éloges. Tout autre chose dans ce journal, les admis au concours du spécial A et B, promotion 2012 et 2013, ont organisé ce matin une assemblée générale. Objectif porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale du traitement, selon eux, injuste dont fait l'objet de certains de leurs camarades. Nasser Antofo pour le reportage. Les équilibristes, ils reviennent encore à la charge. Depuis février dernier que leurs salaires ont été suspendus et qu'ils sont soumis individuellement à un conseil de discipline, les admis au concours spécial A et B des promotions 2012-2013 estiment être l'objet de traitements ségrégationnistes. En effet, il y a certains de leurs camarades suspendus qui perçoivent leur salaire chaque mois et continuent à prendre cours dans les différentes facultés. Depuis d'abord les suspensions, il faut comprendre que nous avons assisté à pas mal d'injustices. Il y a des enseignants qui ont été suspendus, d'autres ne le sont pas. Il y a aussi des enseignants qui sont suspendus, mais qui continuent encore à percevoir leur salaire. C'est vraiment un traitement d'injustice. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut le reconnaître. Ça crée un sentiment de frustration. Il faut comprendre qu'avec la complicité d'un certain nombre d'inspecteurs, beaucoup des enseignants admis au spécial A et B sont retournés effectivement pour prendre service, et avec la complicité des inspecteurs, ils prennent cours régulièrement à la fac. Le comité demande que les autorités rétablissent ses membres dans leurs droits, question de justice et d'équité. Une demande qui vient après un appel à la clémence du président de la République. La ministre, je pense bien, en tant que supérieure hiérarchique de ces administrateurs-là, elle doit prendre la responsabilité pour corriger cela. Si nous sommes venus faire le spécial A, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas enseigner. Non. Au contraire, c'est pour alors encore enseigner mieux ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, je crois que le fait de venir faire le spécial A, ce n'est pas un mal. Notons que parmi ces admis du spécial A et B, d'autres sont déjà en année de licence en géographie, anglais, histoire pour servir dans les établissements secondaires. Le CG5 de Niamey a désormais une amicale qui regroupe les anciens élèves qui l'ont fréquenté. Cette amicale a lancé ses activités ce matin à travers un don modeste à l'établissement, n'est-ce pas Bibalaoudi? C'est un geste qui marque le lancement officiel des activités de cette amicale qui vient ainsi d'être créée. Notre structure se fixe des objectifs qui sont parmi tant d'autres. La consolidation et le renforcement de nos liens, de se battre corps et âme pour contribuer à l'amélioration des conditions d'études de nos jeunes frères et sœurs.
une manière de montrer toute notre gratitude et reconnaissance à ce baobab qui nous a tout donné. En recevant ce modeste don composé de balais, éponges, seaux, le représentant du personnel administratif de l'école franco-arabe CG5 a vivement salué cette initiative. Nous remercions vivement l'amicale des anciens élèves pour ce geste combien louable. Nous pensons que ces matériels offerts à leurs petits frères seront bien utilisés à bon escient. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, d'autres gestes soient faits dans ce sens. L'amicale espère que ce geste va être utile pour l'établissement. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.